Mesdames et messieurs, bienvenue à Sac Nouveau, votre émission quotidienne diffusée du lundi au vendredi de 21h à 22h, présentée par Caribbean Television Network en partenariat avec le cabinet Gedeon Morales, votre partenaire de confiance pour toutes vos démarches liées à l'immigration. Sac Nouveau est dédié à l'information et à l'accompagnement des immigrants haïtiens sur les questions migratoires aux États-Unis et à l'international. Notre objectif est de vous fournir des analyses claires, des conseils pratiques et des ressources essentielles pour faciliter votre intégration et protéger vos droits. Restez connectés à CTN pour des informations fiables et actualisées. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation concernant votre parcours migratoire. Ensemble, construisons un avenir meilleur. Tous les dimanches soirs à 8h, ne manquez pas l'émission Opinion. En direct sur vos plateformes préférées, retrouvez chaque semaine 4 grandes voix du journalisme. Marc-André Jean de Clarity Times, Enoch Arisma de Référence FM, Emmanuel Paul de Caribbean Television Network et Jean Weekends Méronnet de Telegram 360. Ils passeront en revue les événements marquants de la semaine, avec des analyses pointues et des débats passionnés qui vous feront revivre les moments forts de l'actualité. Soyez au rendez-vous tous les dimanches soirs à 8h sur Facebook, YouTube, TikTok et X. L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendue. Une production hebdomadaire à ne pas manquer. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous pour la présentation de cette nouvelle émission ou la réalisation de cette interview. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Anwen Yous. Elle est directrice de stratégie juridique à Human Rights First et elle avait participé à toutes les séances sur le programme de CHNV, donc programme Biden. Donc, sans plus tarder, nous allons recevoir Madame Yous. Maître Yous, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, il y a eu une séance devant la juge Kalwani concernant le programme CHNV. Il y avait hier une autre séance à la Cour d'appel. Commençons par la séance d'aujourd'hui. De quoi s'agissait-il exactement? Alors, je pense qu'il serait peut-être utile de revenir un tout petit peu en arrière parce que même pour vos auditeurs qui sont et vos spectateurs qui sont personnellement affectés par toutes ces décisions, il est assez facile de s'y perdre parce que c'est compliqué. Donc, vous vous souviendrez que quand l'administration actuelle est entrée au pouvoir, elle est entrée au pouvoir avec une intention exprimée d'éliminer les programmes, ce qu'on appelle les programmes de parole, c'est-à-dire d'autorisation d'entrée exceptionnelle aux États-Unis, qui étaient ce qu'on appelle des programmes catégoriques, c'est-à-dire des programmes par lesquels l'administration désignait une catégorie de personnes ou un type de scénario et indiquait une volonté d'examiner au cas par cas des demandes d'entrée aux États-Unis ou de parole pour ceux qui seraient éventuellement déjà ici, de personnes dont les circonstances correspondraient au scénario en question. Donc, par exemple, il y a eu notamment un programme dont pouvaient bénéficier les citoyens de 4 pays, à savoir Cuba, Haïti, le Venezuela et le Nicaragua, ce qu'on appelle le programme CHNV, d'après les initiales des pays en question. Et l'administration avait par la suite promulgué ou émis un règlement par lequel, ou une notification dans le journal officiel, plutôt par lequel ils ont éliminé le programme CHNV, le programme de parole CHNV dans son ensemble, et en même temps, ils ont mis fin de façon prématurée au statut individuel de personnes qui étaient déjà aux États-Unis, qui avaient ce statut de parole sous ce programme CHNV. Ça, donc, c'était un statut c'était une forme d'autorisation de présence aux États-Unis qui leur donnait le droit de travailler, qui leur donnait le droit de ne pas être inquiétés par les autorités pour des raisons migratoires tant que ce statut resterait en vigueur, etc.
Et en même temps, ou un peu avant ça aussi, le département de la sécurité intérieure, DHS, avait aussi donné une directive à ses employés de cesser le traitement des demandes de statut migratoire ou de bénéfices sous les lois de l'immigration qui auraient été déposées par des personnes qui seraient entrées aux États-Unis à travers un de ces programmes de parole catégorique. Donc, par exemple, si une personne était entrée aux États-Unis venant d'Haïti à travers le programme CHNV et ensuite avait fait une demande d'asile ou avait fait une demande de résidence permanente, cette directive de DHS disait que USCIS devrait cesser de traiter ce dossier. Et pour être clair, le but dans tout cela, c'était de laisser les gens sans avoir des demandes en cours qui seraient susceptibles d'être approuvées, de façon à permettre leur expulsion. Et DHS a aussi des théories assez grandioses par rapport à leur pouvoir d'expulser les gens de façon sommaire sous les procédures qu'on appelle expulsion expéditive ou expedited removal en anglais, qu'ils envisageaient d'appliquer à ces mêmes populations. Alors, pour en arriver à ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, notre organisation, en partenariat avec le Justice Action Center, avait déposé une plainte collective visant à discuter de la légalité des actions du gouvernement par rapport à toutes ces différentes décisions. Il y a eu plusieurs plaintes pour couvrir les différentes actions. Et vous vous souviendrez peut-être que la juge au tribunal de première instance avait donné ordre, il y a de cela, je crois, 2-3 mois, avait donné l'ordre à l'immigration de suspendre leur suspension du programme ou leur retrait du statut individuel des personnes qui étaient entrées avec le programme CHNV. Le gouvernement a fait appel de cette décision et au tribunal, à la cour d'appel du premier circuit qui siège à Boston. Et en parallèle avec ce recours, ils ont aussi demandé directement à la Cour suprême de suspendre l'effet de la décision de la juge Talwani en attendant le déroulement de leur recours devant la Cour d'appel. Donc, la Cour suprême, par la suite, a fait ce que le gouvernement leur demandait de faire, à savoir qu'ils ont bloqué la décision de la juge Talwani en attendant le déroulement de l'appel devant la Cour d'appel. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a eu un argument devant la Cour d'appel par rapport à ce même recours du gouvernement. Parce que la décision de la Cour suprême, ça bloque l'effet du tribunal de première instance en attendant l'appel devant la Cour d'appel, en attendant un recours éventuel devant la Cour suprême de la part du gouvernement si le gouvernement ne gagne pas à ce niveau ou de notre part si les rôles sont inversés. Alors voilà, donc c'était hier, on était devant la Cour d'appel à Boston pour plaider nos positions respectives par rapport à l'ordre de la juge Talwani qui suspendait le pouvoir la décision de DHS de retirer le statut individuel des Haïtiens et autres qui seraient entrés aux États-Unis à travers le programme CHNV. Vous avez peut-être une question? Oui, est-ce que la juge Talwani avait rendu une autre décision depuis la décision de la Cour suprême et qui s'est prononcée sur l'injonction? Donc la juge Talwani avait donc arrangé sa décision de telle sorte qu'elle soit en accord avec la décision de la Cour suprême, ou bien il n'y avait rien et après la décision de la Cour suprême? Donc, après la décision de la Cour suprême, j'essaie de m'assurer que je ne suis pas en train de me perdre dans la chronologie de mon propre dossier là, mais la juge avait par la suite, en tout cas c'était dans la même semaine, que la juge Talwani avait délivré aussi une décision par rapport à la directive de USCIS
interdisant le traitement des dossiers, des autres dossiers de personnes qui seraient entrées avec le programme, à travers le programme CHNV ou autres programmes de ce genre. Donc, et elle avait ordonné à USCIS de recommencer à traiter ces dossiers. Donc, dans la mesure où le traitement était suspendu, d'éliminer cette suspension. Et depuis ce temps-là, on est en discussion avec le gouvernement et on a eu à déposer un certain nombre de demandes devant la Cour pour essayer d'obliger USCIS à faire ce que le tribunal avait ordonné. Parce que suite à cette décision, on a vu des indications qu'il y avait des dossiers qui étaient toujours en suspens, que USCIS n'avait pas vraiment reçu les instructions, par exemple, de faire le contraire, etc. Donc, on avait eu, ce n'était pas une audience, en fait, c'était plus une conférence par rapport au cas, pour présenter nos soucis à la juge Talwani ce matin par rapport à ce thème, c'est-à-dire on avait l'impression qu'il y avait toujours un blocage au niveau de certains dossiers et et notamment pour les gens qui avaient gagné ce qu'on appelle la loterie des visas et avaient la possibilité de postuler pour des cartes vertes, mais cette possibilité est très limitée dans le temps, dans la mesure où tout le traitement de ces dossiers doit se terminer avant la fin de l'année fiscale en septembre, sans quoi la possibilité est perdue, le numéro de visa est perdu pour de bon. Bref, on avait eu une conférence avec le gouvernement devant la juge pour essayer de résoudre ces impasses. Et c'est cette conférence-là qu'on a eue ce matin. En parallèle avec ça, avant-hier, le gouvernement a, un peu à la dernière minute, décidé de déposer également un recours par rapport à cet ordre-là de la juge Talwani. Et donc, ils essaient aussi de faire appel de la décision de la juge qui ordonne à USCIS de continuer à traiter les demandes de carte verte, demandes d'emploi, autorisation d'emploi, asile et autres. Donc, ce recours-là est maintenant également devant le tribunal, devant la cour d'appel pour le premier circuit. Maintenant, qu'est-ce que la juge, donc puisqu'il s'agissait d'une conférence aujourd'hui, est-ce que la juge devrait prendre une décision ou bien qu'est-ce qui est nouveau donc, en ce qui a trait à la position de la juge et qu'est-ce qu'elle a dit et autrement dit? Ce qu'elle a dit, en somme, c'est qu'elle n'était pas prête à ordonner ce qu'on lui demandait à savoir de faire, c'est-à-dire d'exiger que le gouvernement présente des rapports hebdomadaires de leur progrès par rapport à ces dossiers. C'est-à-dire que ce qu'on essayait de déterminer, c'est comment le traitement de ces dossiers déposés par des gens qui seraient entrés à travers ces programmes de parole, comment est-ce que ça marche en comparaison avec la masse des demandeurs de statut ou de personnes qui ont formulé des demandes dans ces mêmes catégories, pour essayer de voir si effectivement le traitement de ces dossiers a repris de façon normale, parce qu'on ne demande pas de favoritisme spécial pour les personnes qui appartiennent à notre classe de demandeurs, n'est-ce pas? Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils soient traités sur un pied d'égalité avec les personnes qui seraient entrées aux États-Unis d'autre façon. Et la juge n'était pas prête à ordonner cela, mais elle nous a dit qu'elle était prête à se réunir à nouveau si ces soucis continuaient ou si on avait d'autres preuves du fait de blocage en contravention à son ordre ordonnant à USCIS de recommencer à traiter ces dossiers. Donc, il n'y a pas encore, à cette date, de décision définitive de la juge Talwani. Pardon? Il n'y a pas encore de décision définitive. Donc, la juge Talwani ne s'est pas encore prononcée sur le mérite de l'affaire. Donc, il n'y a pas encore de décision définitive. OK, juste pour être clair, la conférence qu'on a eue aujourd'hui était sur la question était pour essayer de surveiller
de surveiller les actions du gouvernement, de voir si le gouvernement agissait de façon cohérente avec l'ordre de la juge, un ordre que la juge Talwani avait déjà donné, d'accord? Un ordre dont ils font appel en ce moment. Donc ça, c'est aussi un élément nouveau. C'était ça le thème de cette conférence. On n'attend pas de décision de la juge Talwani, d'autres décisions de la juge Talwani sur le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Là, elle s'est déjà prononcée avant pour dire que USCIS devait traiter ces dossiers. La question était de savoir est-ce que USCIS est réellement en train de traiter ce dossier de façon normale ou non. Et la juge n'était pas prête aujourd'hui à imposer d'autres mesures à USCIS dans ce sens, mais était prête de rester à l'écoute au cas où on rencontrerait de nouveaux problèmes. Donc ça, c'est d'une. Mais en parallèle avec tout cela, le fond du dossier est toujours devant la juge Talwani. Donc on avait déposé une demande de décision sommaire. On attend. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours en ce moment. Est-ce qu'on devrait comprendre que, en fonction de la décision de la juge Talwani il y a quelques mois, les bénéficiaires du programme et leurs cartes d'emploi sont toujours valides et le gouvernement devrait leur permettre de changer de statut pour lesquels ils sont éligibles? Donc, est-ce que les cartes d'emploi sont toujours valides ou bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été mis à pied par leur employeur pour la simple bonne raison que la Cour suprême avait décidé. Est-ce que les cartes d'emploi sont toujours valides? La juge Talwani avait pris en compte cet aspect dans sa décision. Bon, la décision, voyons voir. La décision de la juge Talwani qui a été maintenant suspendue par la Cour suprême. Cette décision-là portait sur le statut de parole et aussi sur les demandes sur comment dirais-je, sur les autorisations de travail qui étaient basées sur ce statut de parole, d'accord? Donc, la juge Talwani était absolument d'avis que les actions du USCIS par rapport à ces deux choses étaient illégales, mais sa décision a été suspendue pour le moment et pour pas mal de temps encore, pour être réaliste, par la Cour suprême. Mais maintenant, puisque la Cour suprême avait suspendu la décision, pourquoi le gouvernement a-t-il fait appel, donc il y a quelques jours, étant donné que la Cour suprême avait déjà décidé en leur faveur? OK, parce qu'il y a deux choses. La décision de la juge Talwani disant que, bon, la décision, la Cour suprême avait déjà suspendu la décision du juge Talwani qui disait que le retrait du statut et des cartes de travail des personnes qui étaient entrées à travers le programme CHNV était contraire à la loi, d'accord? Donc cette affaire-là, ce débat-là est actuellement devant la Cour d'appel et en attendant que la Cour d'appel statue et en attendant aussi tout recours supplémentaire au-delà devant la Cour suprême sur ce thème-là, la décision de la juge Talwani est suspendue par rapport à cela. Par rapport à l'ordre qu'elle avait donné pour dire à USCIS qu'il fallait qu'il se remette à traiter les dossiers, les autres dossiers déposés par les personnes qui étaient entrées à travers ces programmes de parole catégorique. Cette décision-là n'était pas en appel jusqu'à il y a 2 jours. Donc, il y a 2 jours, le gouvernement a également fait appel, a déposé un recours contre cette décision-là. Évidemment, quand la Cour suprême avait suspendu la décision de la juge Talwani, c'était pas une suspension comme ça dans l'abstrait, c'était une suspension de sa décision en attendant le déroulement du recours, vous voyez? Donc, la question était de savoir, bon d'accord, le gouvernement n'est pas content de cette décision, le gouvernement a fait appel, qu'est-ce qui se passe pendant cet appel?
est-ce que la décision de la Cour de première instance, du tribunal de première instance reste en vigueur ou non? Et la Cour suprême avait dit non. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais maintenant, venons-en à la séance d'hier devant la Cour d'appel. Et donc, cette séance concernait quoi exactement? Il se pourrait bien que vous ayez déjà répondu à cette question, mais je voudrais que les personnes qui regardent maintenant comprennent absolument et très bien. Donc, cette séance concernait exactement quelle partie et de la décision de la juge? D'accord. Donc, et pour les gens qui se sentent un peu embrouillés, vous êtes dans la majorité, c'est objectivement compliqué, d'accord? Donc, il y a eu 2 décisions jusqu'ici du tribunal de première instance. Une décision qui disait que quand DHS avait retiré le statut des personnes de façon prématurée, le statut de personnes de parole, de personnes qui étaient entrées à travers le programme CHNV, dont un bon nombre d'Haïtiens, que DHS avait agi contrairement à la loi. D'accord? Donc ça, c'était la décision numéro 1. La décision numéro 2 disait que la directive du USCIS à son propre personnel, leur disant de cesser de traiter les demandes d'autres statuts plus permanents, par exemple, ou de permis de travail, ou de demandes de re-parole qui auraient été déposées par les personnes qui étaient entrées aux États-Unis à travers non seulement le CHNV, mais d'autres programmes de parole catégorique, que cette décision également était contraire à la loi et que DHS, USCIS devait se remettre en marche et continuer à traiter ces dossiers. Donc ça, c'est les 2 décisions de la juge Talwani qui ont vu le jour jusqu'ici. La première décision, la séance d'aujourd'hui devant la Cour d'appel portait sur cette première décision et sur la légalité de cette première décision de la juge Talwani, dont l'effet a été suspendu jusqu'ici par la Cour suprême. Donc, un aspect qu'il faut comprendre, c'est que quoi qu'il arrive devant la Cour suprême, quoi qu'il arrive devant la Cour d'appel, la décision de la juge Talwani reste suspendue au-delà, peut-être, si soit le gouvernement perd et décide de demander l'intervention de la Cour suprême des États-Unis, ou bien si nous perdons et on décide de faire la même chose. D'accord? Donc, cette décision de la juge Talwani par rapport au retrait de statut des personnes qui étaient entrées avec le CHNV, cette décision-là reste suspendue pour l'avenir prévisible. Donc si je comprends bien, même si la Cour d'appel déciderait en faveur des bénéficiaires, cela ne changerait pas grand-chose? Ça ne changerait pas grand-chose dans l'immédiat. À long terme, ça pourrait affecter pas mal le droit des personnes, pour être clair, parce que il y a toute une série de conséquences légales et pratiques de cette situation qui pourraient toujours affecter la vie des gens et leur avenir en matière migratoire. Mais dans l'immédiat, je pense que si nous avons gain de cause devant la Cour d'appel, il est très probable que le gouvernement déposera à ce moment-là une demande, ce qu'on appelle en anglais ou plutôt en latin, une pétition pour un écrit de certiorari, une demande à la Cour suprême des États-Unis qu'ils acceptent ce recours pour revoir la décision de la Cour d'appel. Mais maintenant, étant donné que la décision de la Cour d'appel, supposons que ce n'est pas une injonction, puisque la Cour suprême, les juges de la Cour suprême semblent avoir un problème avec les injonctions. Est-ce que la Cour suprême est tenue de se prononcer immédiatement ou bien le dossier devrait suivre son cours et peut-être plusieurs mois et même plusieurs années? Donc, pourvu que la décision des juges de la Cour d'appel, c'est une décision définitive, ce n'est pas une injonction. Donc, autrement dit, est-ce que la Cour suprême est obligée de prendre le dossier immédiatement? Bon, disons qu'en général, la Cour suprême est obligée n'a pas beaucoup d'obligations, d'accord? Donc, c'est une cour qui existe en général pour décider quels sont les dossiers qu'elle accepte. La Cour suprême a le droit de décider quel recours elle veut accepter.
elle a aussi le pouvoir de décider sur quelle demande elle est prête à donner des ordres d'urgence en attendant le reste du litige, comme c'est déjà passé dans ce dossier dont on parle maintenant. Ça dépend du jugement de la Cour suprême et évidemment, il n'y a pas de recours au-delà, d'accord? Donc, mais bon, si la Cour d'appel décide en faveur, disons, d'un côté ou d'une partie ou de l'autre, les perdants dans ce cas de figure auraient la possibilité de demander à la Cour suprême de revoir cette décision. Et bon, c'est possible. Mais supposons que le gouvernement est la partie perdante dans cette affaire. Pourquoi le gouvernement devrait faire appel à la Cour suprême, puisqu'il y a déjà une décision de la Cour suprême qui permet au gouvernement de suspendre ou révoquer le statut légal des bénéficiaires? Parce que la décision de la Cour suprême, ce n'est pas une décision sur le fond sur le mérite de ce litige. C'est pas enfin, pas de façon directe en tout cas. Ce n'est pas une décision sur le fond du dossier. C'est simplement une décision sur ce qu'on appelle un peu la greffe des ombres. C'est une décision qui se passe en parallèle avec le déroulement des litiges et qui vise simplement à déterminer quel sera le statu quo en attendant un recours. Oui, mais maintenant, je sais qu'en tant qu'avocate, vous n'avez pas le droit de spéculer sur les décisions des juges de la Cour d'appel, mais vous êtes une avocate très expérimentée. Est-ce que vous avez l'impression, et par rapport aux questions qui ont été posées, et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une possibilité que les juges de la Cour d'appel décident en faveur des bénéficiaires en fonction de ce que vous aviez entendu hier? Enfin, c'est possible. Les juges avaient beaucoup de questions très poussées pour les deux parties d'ailleurs. Et bon, ils sont 3 aussi, donc il faut voir évidemment, je n'ai pas de visibilité sur leur débat interne. Je crois qu'il faudra voir ce qu'il en résulte. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient engagés et informés sur les questions pertinentes à ce dossier. Est-ce que vous avez une idée et quand est-ce qu'on pourrait espérer une décision de la Cour d'appel? Je ne sais pas trop, franchement. Je ne pense pas que ça tarde trop. La Cour d'appel pour le premier circuit, c'est un tribunal relativement petit par comparaison avec certains autres et relativement moins encombré que certains autres. Mais bon, j'appuie sur le mot relativement. Ils ont aussi énormément d'autres affaires en cours. Donc, par rapport au temps, sincèrement, je n'ai pas eu la possibilité, j'ai pas eu le temps de voir en moyenne, par exemple, combien de temps ils mettent sur une décision de ce genre. Mais est-ce qu'il y a aussi une possibilité que la Cour d'appel décide d'attendre l'appel qui a été déposé par le gouvernement avant de prendre une décision? Puisqu'il s'agit de la même question, du même dossier, est-ce que juridiquement c'est possible et les juges pourraient décider, puisque c'est le même dossier, on va prendre une seule décision, donc écouter les arguments du gouvernement, encore une fois, donc, lors d'une nouvelle séance, et prendre une décision finale. Est-ce que c'est juridiquement possible? Je pense que ce serait juridiquement possible. Je ne pense pas que ce soit très, très probable dans la mesure où cette question ici a déjà été plaidée et qu'elle porte sur un autre,
que le dossier sous-jacent n'est pas exactement le même parce que ça découle d'une autre décision de l'administration, vous voyez. Et vous ne savez pas Alors, s'il y a une date qui a déjà été retenue pour une séance d'audition sur l'appel. non, non, absolument pas, parce que le recours par rapport à l'ordre du tribunal de première instance par rapport au traitement des autres dossiers déposés par les gens qui seraient entrés par biais du parole, d'un parole catégorique, ça vient d'être déposé. Ça a été déposé la veille des arguments qu'on a eus hier. Donc, c'est au tout début de ce processus. Il faudra que les parties se mettent d'accord sur le dossier. Il faudra déposer le dossier administratif lié à ça. Il faudra, ou en tout cas des parties de ce dossier. Il y a toute une série de procédures préliminaires qui devraient se faire. Donc, on n'a pas de date de date de plaidoyer. Et il n'y a pas non plus de date du côté de la juge Kalwani pour une décision quelconque ou bien d'autres séances d'audition ou de conférences? Non, pour le moment, non. Mais maintenant, on espère en avoir, mais pour le moment, non. OK. Mais qu'est-ce que vous conseillerez aux bénéficiaires du programme, disons programme Biden, et les gens qui n'ont pas été éligibles pour la demande de statut de protection temporaire? Ce sont les catégories les plus vulnérables maintenant. Quel conseil donnerez-vous à ces gens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils devraient faire par rapport à l'assaut du gouvernement et de l'ICE donc, qui se lance dans une stratégie de déportation massive? Qu'est-ce que ces personnes, qu'est-ce qu'ils devraient faire normalement? Eh bien, bon, je crois que les conseils individuels devraient, dans l'idéal, être délivrés de façon individuelle et en connaissance des circonstances particulières des gens. Donc, c'est très difficile de donner des conseils à des catégories entières de personnes. Mais disons que pour ceux qui étaient ici avec un parole qui a maintenant été retiré, et qui n'ont pas d'autres demandes en cours, je crois que pour les gens qui ont une éligibilité pour quelque chose qu'ils n'auraient pas encore déposé, il serait bon d'essayer d'obtenir une aide juridique compétente pour le faire. Pour les gens qui réellement n'ont pas d'autres choses en cours, je crois que cette situation est vraiment difficile parce que si en fin de compte, on a gain de cause dans cette affaire, ça pourrait aider à restaurer les droits jusqu'à un certain point de personnes qui autrement, enfin, sans ces décisions récentes de DHS, auraient toujours un statut valide. Mais si on n'a pas rien de cause, en fin de compte, les personnes qui sont ici, dont une fois leur statut de parole éliminé, ils commenceront à accumuler, s'ils n'ont pas d'autres choses en cours, s'ils ne tombent pas sous une autre exception à ce concept, il y a ce qu'on appelle une accumulation de présence illégale aux États-Unis ou de présence irrégulière aux États-Unis qui, au-delà d'un certain point, peut affecter l'avenir migratoire de la personne, les possibilités pour la personne d'obtenir un visa d'immigré ou une autorisation de retour aux États-Unis, par exemple, à l'avenir. Il faut faire très attention à cela, surtout une fois que cette présence sans statut a dépassé les 180 jours. Donc, je crois que pour les gens qui sont dans cette situation, leur vulnérabilité est réelle. Et je crois, ce qu'ils ont à mieux de faire, c'est d'essayer de voir en fonction de leur situation personnelle quelle solution ils pourraient trouver aux États-Unis ou ailleurs pour essayer de se protéger contre un retour au pays. Si un retour au pays n'est pas possible pour eux ou pour envisager éventuellement ce retour, si tout compte fait, c'est ce qu'ils décident de faire. Une chose que je déconseillerais cependant, c'est qu'on voit en ce moment
un nombre accru de personnes qui se sentent vulnérables pour diverses raisons, pas seulement pour celle-ci, aux États-Unis se précipiter à la frontière canadienne dans l'espoir de recevoir, de demander l'asile, par exemple, à la frontière canadienne. Il faut faire très attention avec cela parce que la majorité des personnes qui essayent d'entreprendre cette démarche vont se voir exclure de l'entrée au Canada suite à un accord bilatéral entre les deux pays qui est en vigueur depuis 2004. Et dans ces cas-là, les personnes qui sont refoulées à la frontière canadienne pour cette raison vont se retrouver détenues par DHS au retour. Et ça, c'est une situation qui existe depuis des années. Le problème actuellement, c'est qu'une fois détenues, une très forte proportion de ces personnes vont se retrouver détenues sans possibilité de sortie de détention, pratiquement. Mais maintenant, ça, c'est nouveau. Maintenant, Maître Yous, il y a des gens qui ne sont pas éligibles pour le statut de protection temporaire, mais qui ont des cas très légitimes de demande d'asile. Mais il y a maintenant une stratégie de l'USCIS, du gouvernement, de prendre les dossiers qui ont été déposés après. Donc, on voit qu'ils appellent vraiment très rapidement les nouveaux demandeurs. Est-ce que, et pour ces catégories, je sais que vous ne pouvez pas vous prononcer donc, sur les cas individuels donc, en ce sens, est-ce que vous conseillerez ces personnes qui n'ont aucun autre choix s'ils ont un dossier d'asile donc légitime de faire une demande d'asile, donc ça pourrait leur permettre d'avoir au moins une carte de travail et régulariser leur situation éventuellement? Bon, je crois que la réponse à cette question dépend d'un certain nombre de facteurs qui sont actuellement en cours d'évolution. Alors, je crois que pour les gens qui envisagent de faire cela, pour les gens qui souffrent d'un risque de persécution dans leur pays d'origine et qui veulent chercher une protection contre ça, je dirais que bon, évidemment, je ne veux absolument pas décourager qui que ce soit de faire une demande d'asile. Ce serait là, dans ce cas-là, la démarche appropriée. C'est simplement que ça a des conséquences en ce qui concerne la procédure en ce moment, qui se complique et qui risquent de ne pas être exactement les mêmes dans une semaine que ce que je suis en train de vous décrire en ce moment. Alors, je crois que pour les gens qui envisagent de faire une demande d'asile, qui sont entrés avec le programme CHNV et qui actuellement n'ont pas d'autre statut suite à la fin de ce statut-là, je leur conseillerais très vivement de chercher un appui auprès d'une organisation d'assurance juridique qui comprend son travail ou d'un avocat spécialisé en la matière, au moins pour les conseiller, sinon pour les représenter dans la demande, du moins pour les conseiller sur le pour et le contre et sur les conséquences pratiques que cela pourrait avoir pour eux. On a vu lors de la séance d'hier et à la cour d'appel, le représentant du gouvernement avait fait valoir le fait que la situation s'est améliorée dans les pays bénéficiaires du programme. Mais en même temps, le département d'État, il y a juste quelques jours, a demandé à tous les Américains qui souhaitent voyager en Haïti de faire leur testament parce que c'est une sorte de vallée de la mort. Maintenant, les organisations qui représentent les bénéficiaires, est-ce que vous êtes au courant de cette contradiction du gouvernement? Est-ce que vous avez fait part au tribunal de cette contradiction du gouvernement? Oui, on en est pleinement conscient et je crois qu'il est devenu clair que le gouvernement actuellement a deux poids, deux mesures en ce qui concerne la sécurité des personnes. C'est-à-dire qu'il pense qu'un risque pour un Haïtien est complètement acceptable, qu'il jugerait complètement inacceptable pour un de ses propres citoyens. Et c'est injustifiable. Je veux dire, soit une situation est objectivement dangereuse, soit elle ne l'est pas. Si elle est dangereuse pour les uns, elle est dangereuse pour les autres. Maintenant, est-ce que vous suivez le dossier du statut de protection temporaire qui
qui est un peu différent, mais en quelque sorte qui sont liés. Est-ce que vous êtes au courant d'une quelconque démarche du gouvernement de faire appel de la décision du juge de New York sur cette affaire? Bon, je n'ai pas vu de décision, je n'ai pas vu de demande de recours déposée pour le moment, mais il faut dire aussi que j'étais assez submergée avec ces derniers jours avec les dossiers que nous gérons et nous ne gérons pas celui-là. Alors, je crois qu'il faudrait que vous suiviez ça de près et que vous demandiez éventuellement à un des avocats qui représentent les plaignants dans cette affaire-là de passer sur vos plateaux pour pouvoir vous tenir au courant au jour le jour par rapport à ce dossier-là. Maintenant, est-ce que le dossier qui est devant la juge Talwani présentement, est-ce que ça concerne aussi les personnes qui étaient venues à travers la frontière via le programme CBP One, qui est aussi un programme de libération conditionnelle, un programme de parole humanitaire? Donc, est-ce que ces personnes-là sont concernées par les décisions de la juge, donc, et l'audience qui est en cours maintenant? Non. Et le programme CBP One était un peu différent à certains points de vue, à certains égards, par rapport au programme de parole dont on se dispute actuellement dans le dossier Svetlana Dow. Donc, pour ce qui concerne CBP One, et c'est un peu différent. Une des décisions, un des aspects un des points de différence en particulier, c'est que quand quelqu'un entrait aux États-Unis à travers un des programmes de parole catégorique dont on est en train de parler, par exemple avec le CHNV, la personne entrait aux États-Unis avec un statut temporaire, généralement valide pour une durée de 2 ans, qui signifiait que la personne était aux États-Unis avec un statut reconnu et que la personne n'était pas, par exemple, susceptible, n'était pas passible de mesures d'expulsion tant que ce statut de parole restait valide. Vous voyez? Tandis que pour le parole à travers le CBP One, c'était un animal d'une espèce un peu différente dans le sens où c'était un moyen de laisser entrer les gens aux États-Unis de façon régulière à travers un poste frontière reconnu. Mais très souvent, ce qui se passait, c'est que les gens entraient avec le CBP One pour leur permettre d'entrer aux États-Unis légalement à travers un rendez-vous préalable pour ensuite poursuivre leur demande d'asile devant les tribunaux. Et très souvent, ce qui se passait, c'est que les gens entraient avec un parole CBP One et recevaient en même temps un avis de comparution en procédure d'expulsion, chose qui n'était pas possible avec le programme CHNV. Donc, le programme CBP One et les arrestations sur la porte du tribunal qu'on a vu dans ces cas de beaucoup de personnes qui étaient entrées par le biais de rendez-vous CBP One, entre autres, c'est quelque chose qui est actuellement le sujet de différentes autres plaintes déposées devant d'autres tribunaux, mais tout cela se passe de façon séparée du dossier dont je vous parle aujourd'hui. Maintenant, est-ce que votre organisation Human Rights First donne des supports juridiques à des particuliers, des gens qui souhaitent, par exemple, faire une demande d'asile? Est-ce qu'ils pourraient contacter Human Rights First et leur demander combien de temps cela prendrait-il? Oui, enfin, nous fournissons une aide juridique une assistance juridique aux particuliers, mais il faut comprendre qu'on est comme la majorité des organisations en ce moment, on est limité dans nos capacités, donc on n'est pas toujours en mesure d'accepter de nouveaux clients. Et on est limité également sur le plan géographique parce qu'on n'a pas des bureaux partout. Donc, je crois que ce que les gens ont de mieux à faire, c'est de s'adresser en même temps à plus d'une organisation dans la région où ils vivent pour essayer de maximiser leurs chances d'obtenir un rendez-vous détaillé avec quelqu'un qui serait en mesure de les conseiller.
Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone pour contacter l'organisation? Par quel moyen quelqu'un qui souhaite avoir un service donc pour entrer en contact avec l'organisation? Oui, on a un site internet qui est Human Rights First, épelé en toutes lettres, .org. Et si vous arrivez à trouver là-dessus la section qui correspond aux demandeurs d'asile et comment demander l'asile avec notre aide, vous trouverez des numéros. Il y a un numéro spécifique à chaque bureau où les gens peuvent appeler pour essayer d'obtenir un rendez-vous. On est sévèrement limité par rapport à nos capacités en ce moment parce que c'est un peu la pagaille et il y a énormément de personnes qui sont actuellement dans le besoin. Mais je dirais aussi qu'on planifie nos interviews pour le mois, en début de mois. Alors, je conseillerais aux gens qui essayent d'appeler ces numéros de le faire le 1er août au matin, donc dans 2 jours, pour essayer d'accroître leurs chances d'obtenir un appel pour une interview préliminaire. Et puis, suite à ça, c'est avec un peu de chance, une interview un peu plus poussée. Mais maintenant, pour terminer, Maître, et vous aviez commencé à effleurer le dossier des gens qui essayent de traverser la frontière. On a vu il y a une augmentation des personnes qui ont été refoulées aux États-Unis et qui sont maintenant en détention au niveau des centres de détention des États-Unis. Est-ce que vous avez des données, même si ce n'est pas des chiffres exacts, et donc qu'il y a eu un changement au niveau des politiques du Canada par rapport à ces personnes-là, puisqu'il y a quelques mois, donc on acceptait ces gens pourvu qu'ils étaient en mesure d'avoir un sponsor, un patron. Maintenant, est-ce que vous êtes au courant d'un changement de politique au niveau du gouvernement du Canada, même si on n'est pas en train de discuter de cet aspect-là? Je crois que par rapport aux politiques du gouvernement canadien, il faudrait poser cette question à mes confrères du côté nord de la frontière, mais disons qu'en général, quand on a vu aux États-Unis des administrations qui réprimaient les immigrés et les terrifiaient au niveau de la façon qu'on voit actuellement, et quand cela produit une confluence de personnes cherchant la protection du Canada, ça a tendance évidemment à produire un durcissement des attitudes du côté canadien parce que le Canada n'est pas forcément équipé pour gérer ses propres réfugiés, mais aussi ceux des Américains, si vous voulez. Donc, mais bon, cela dit, je ne sais pas exactement ce qui se passe du niveau de la politique canadienne, mais je peux vous dire que du côté américain de la frontière, il y a un durcissement vraiment notoire, et ce qui fait que pour les gens qui pensent qu'ils peuvent se qualifier pour une des exceptions du côté canadien qui en principe devrait permettre leur entrée au Canada, il faudrait vraiment faire un effort pour parler à des sources d'information du côté canadien pour s'assurer qu'ils ont toute leur documentation en ordre, dans la mesure où leur exception dépend de la présence d'un proche, par exemple au Canada. Généralement, même avant, il fallait s'arranger pour que ce proche soit là physiquement avec la preuve de leur relation, avec la preuve, toute la documentation nécessaire. Ça exige un degré de coordination qui n'est pas facile à faire, généralement, surtout pour un particulier qui n'a pas ses contacts. Donc, je crois qu'il y a évidemment des gens qui réellement devraient pouvoir toujours demander l'asile du côté canadien. C'est simplement que, premièrement, il faut vraiment être en mesure de prouver ça sur le champ aux autorités canadiennes et d'avoir un appui du côté canadien pour argumenter la chose, parce que la politique américaine a vraiment durci les enjeux et augmenté les enjeux. Parce que quelqu'un qui essaye cela et se fait refouler du côté canadien a de très, très fortes chances de se retrouver détenu pour toute la durée de son processus ici aux États-Unis. Et est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez aborder que je ne vous ai pas demandé, mais avant de terminer? Non, je ne crois pas. Ça a été assez exhaustif. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Maître. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc c'était avec nous Maître Anwen Yus. Anwen Yus, il était dans le tribunal là hier
et il était plaidé donc devant et juge dans cour d'appel yo, 3 juges yo, donc il était parmi et organisation avocat qui était représenté organisation yo, nous tendez interview, je suppose tout le monde qui t'a regardé là nous comprendre et qui ça mettre là donc les mêmes dit, il n'est pas nécessaire pour moi-même pour me faire en reprise donc de ça et l'été dit yo. Évidemment c'est un avocat lié qui était plaidé, il n'est pas capable aussi optimiste pour camarade moi qui t'a dit et qui t'a mis quelques questions donc il était espoir par rapport à commentaire qui était fait hier, il n'est pas capable et aussi optimiste que nous-mêmes, que l'autre avocat qui parlait sur le dossier n'a pas forcément à traiter le dossier, c'est pas qu'il n'y a pas au courant des dossiers, lui-même il est obligé de parler avec mesure pour la simple et bonne raison, n'est pas de commentaire, il fait capable de parler devant le juge dans le cours d'appel, capable de parler devant le juge Talouani, il est capable de réprimander pour ça parce qu'il a plaidé devant le tribunal. Là. Donc il est obligé et très mesuré dans ça et lui-même l'a fait raconter mais pas gagné vraiment rien qui changeait en termes de décision qu'il prend donc qui ça qui décide maintenant celle ça nouveau maintenant il dit ça et dans l'interview à nous gagné c'est que le gouvernement il fait appel là quoi c'est avant hier donc dossier en libre aller en appel toujours dans Boston, donc il y a bien pour autant de dossiers en 2 jours. Maintenant, si la cour d'appel a décidé en faveur bénéficiaire, c'est possible que ça fasse une différence, mais le parcours, ça l'a fait une différence extraordinaire. Donc, concernant, c'est que tout le monde qui a concerné donc, dans le programme Biden, si vous avez une possibilité pour capable changer de statut, mettons l'autre des dossiers en dedans, soit à travers mariage, à travers asile, ou bien quel que soit l'autre côté. Donc, il est important pour chercher faire ça plus rapide que possible. Et parce que dossier ça, c'est un dossier qui est extrêmement fragile. Il a fini son programme qui était temporaire de toute façon. Merci tout le monde qui était venu. Moi, j'étais content et gagné nous ensemble avec moi aujourd'hui. Nous avons un support pour nous capable de mener et interviewons. Moi, donc, pile belle camarade, donc, moi, et qui fait des commentaires là, moi content, donc qui au même suivre nous, Pétion Wando et Maître Josué et Stelosage, donc et Lorena et Olivier Lerbou et puis Jeff et Olympe, donc qui est là, moi Aïda et Chendol, donc qui est là tout qui dit avocat, donc il était parlé de hier soir, c'est pas de ça il était dit. Il n'est pas exceptionnellement, il n'est pas dit directement le contraire, j'aime ça t'expliquer italien, c'est parce que avocat qui était parlé, maintenant Nadine Gédéon, il parlait en fonction de l'espérance qu'il gagne, mais ça, il parlait de lui-même qui a plaidé dans le tribunal. Là. Donc, il y a 2 positions différentes, donc il n'est pas capable de faire même qualité commentaire sur lui, même pas quoi tu gagné 3 différences dans les points de vue que tu gagné. Merci un peu le tour, et Thomas et Telusma, et donc qui étaient là ensemble avec nous, Pétion Wando, moi et Maudelyne et Valcourt. Donc, ça, c'est camarades qui fait commentaire, yo m'a regardé, puisque notre software, ouais, et l'autre monde qui vient, yo. Et Thomas et Telusma, merci pour moi, Pierre Davidson, et ça fait moi le plaisir. Et puis, moi, et grand frère, moi, et Watson Désir, donc, qui lui-même fait, et petit commentaire nous là, qui a regardé ensemble avec nous. Peut-être que si je me dis qu'on est Watson, t'as regardé, me déranger bouche moins plus bien, Watson mettre lié, moi, la paix, fait un petit commentaire, donc, c'est ici, la corriger nous. Donc, c'est bien, mon cher, je suis content. Et merci en pile. Et puis, Wesley Haïti, et qu'à travailler au coupé, est-ce qu'il y a espoir pour Bayo encore? Il y a espoir pour Bayo, oui. Et après décision, la cour d'appel, et puis en fonction de ça, la Cour suprême est capable de décider sous mérite. Qu'est-ce n'a pas oublié mettre là et souhaite expliquer nous. Il dit, c'est dossier ça, et la décision de la Cour suprême te prend, il était pris sous injonction, il peut pas décider sur mérite dossier. Les dossiers arrivent mérite et la Cour d'appel décide et sous décision la prend, dossier capable de parler, donc la Cour suprême capable de gagner en l'autre position. C'est aujourd'hui à Richard et Aristide, donc restez focus, n'a pas été positif, mais monde qui gagne l'autre statut pour faire et dégager ou mettre le plus rapide que possible, même si un an est passé pour monde qui te souhaité appliquer asile, un an c'est pas une loi liée, c'est une politique liée, c'est pas une loi qui dit faut que tu mettes l'avant un an
prouver qu'on a une explication qu'on est capable de faire, une raison que tu fais, pas de mettre asile en dans un an, ou capable de faire ça. Donc, je ne vais pas pour si on a un bon dossier asile et pour être regardé parce qu'il y a déjà passé, on va se mettre le donc on va être passé sous. C'est pour nous faire tout ça que nos possibilités, nous, pour nous capables de rester. L'administration, c'est 4 ans, elle va être 4 ans encore derrière, c'est à peu près 3 ans et demi. Et pour gagner l'élection l'année prochaine, je dis en bas, il commence à changer, l'inflation a monté, bien state et red state, donc État républicain, qui ont même poussé pour les immigrants, voyer immigrants, et ont pensé que c'était criminel, l'administration d'avoir le plan. Eh bien, ça qui arrive qu'on y a là, administration vient prendre tout le monde, État ça, et l'autre État, tant que Texas, tant que Indiana et Alabama, ils ont même perdu l'argent parce que les immigrants, ils représentent une grosse quantité donc, dans la force de travail. Donc, je dis là, tout le monde commence à plaindre. Donc, c'est possible que gagne des changements qui fait dans le niveau politique administration. Je ne vais pas nous faire espoir. Je dis non, c'est espérer, mais espérer même ensemble avec en fonction de l'analyse que fait. Donc, on a toujours été véatif et puis garder pour essayer s'il y a des changements qui a fait et puis comme ça, nous sommes capables de respirer une nouvelle air. Donc, Alberoni, merci en pile. Moi, cupcake, je ne sais pas qu'est-ce qui cupcake, merci en pile. Moi, apprécier ça en pile, en pile, en pile. Merci tout le monde et je souhaite nous passer une bonne soirée. Et puis, peut-être demain matin pour l'autre live, donc live marché. Hein. Nous sommes habitués à faire ça depuis quelques jours. Donc, hier, nous pas faire, jeudi, nous pas faire par rapport avec la décision que tu as pris et jeudi avec hier. Mais demain, nous avons résumé et puis pour nous continuer à répondre avec questions et camarades dans la mesure que nous sommes capables pour bien référer ensemble avec des monde avocats qui dans la communauté qui ont fait un bon travail. Nous souhaitons nous passer un bon après-midi et puis nous avons prochainement. Si nous n'avons pas fait ça, abonnez ensemble avec toute page CTN. Donc, faire en sorte pour recevoir notification chaque lundi live. C'est presque dossier immigration seulement nous traiter et nous venons ensemble avec des spécialistes donc, qui pour parler. C'est-à-dire, nous ne parler, venir raconter et ça me va connaître, nous chercher avocat. Et avocat, ça nous fait plusieurs interviews ensemble avec lui. Moi, j'étais content ensemble avec lui dans le tribunal là, pendant d'aller depuis. Chance pour nous, lui parler français, donc nous-mêmes, nous comprenons français tout. Je ne vais pas dire parler français, nous comprenons français, donc nous pouvons parler avec lui. Nous avons cherché l'autre avocat tout pour l'autre partie qui concerne nous et puis pour nous essayer de faire autre ensemble. Abonnez sur TikTok, Facebook, YouTube et puis X. Et donc, comme ça, nous sommes capables de continuer à avancer ensemble. C'était nous passer vraiment un très, 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 très bon après-midi. Et puis, nous avons demain pour l'autre petit parler. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sac Nouveau, votre émission quotidienne diffusée du lundi au vendredi de 21h à 22h, présentée par Caribbean Television Network en partenariat avec le cabinet Gedeon Morales, votre partenaire de confiance pour toutes vos démarches liées à l'immigration. Sac Nouveau est dédié à l'information et à l'accompagnement des immigrants haïtiens sur les questions migratoires aux États-Unis et à l'international. Notre objectif est de vous fournir des analyses claires, des conseils pratiques et des ressources essentielles pour faciliter votre intégration et protéger vos droits. Restez connectés à CTN pour des informations fiables et actualisées. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation concernant votre parcours migratoire. Ensemble, construisons un avenir meilleur. Tous les dimanches soirs à 8h, ne manquez pas l'émission Opinion, en direct sur vos plateformes préférées. Retrouvez chaque semaine 4 grandes voix du journalisme. Marc-André Jean de Clarity Times, Enoch Arisma de Référence FM, Emmanuel Paul de Caribbean Television Network et Jean Weekends Méronnet de Telegram 360. Ils passeront en revue les événements marquants de la semaine, avec des analyses pointues et des débats passionnés qui vous feront revivre les moments forts de l'actualité. Soyez au rendez-vous tous les dimanches soirs à 8h sur Facebook, YouTube, TikTok et X. L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendu. Une production hebdomadaire à ne pas manquer.
Vous voulez toujours être informé sur ce qui passe en Haïti tant qu'à l'étranger? Un seul rendez-vous. Zoom Haïti News à Caribbean Television Network.